De 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un remède radical qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. Éloignez vos enfants des écrans, de tous les écrans avant 3 ans. Leur santé mentale et psychologique est à ce prix. 10 experts, médecins, psychiatres, industriels remettent leur rapport ce matin au gouvernement. Leurs recommandations s'apparentent à une révolution dans nos pratiques. Louise Salé. Une règle simple, tout d'abord connue, certes, mais qu'il ne faut cesser de rappeler. Pas d'écran avant 3 ans, car les effets sur le cerveau sont bien plus dévastateurs chez les tout-petits. Pour le téléphone, il faut attendre 11 ans. Les experts recommandent même aux parents d'acheter un portable sans Internet au collège, d'éviter les réseaux sociaux avant 15 ans pour des plateformes dites éthiques comme Blue Sky, et de s'abstenir d'aller sur Snapchat ou TikTok avant ses 18 ans, des sites pour lesquels il faudrait d'ailleurs combattre les algorithmes qui favorisent l'addiction, notent les membres de cette commission. Alors attendre la majorité pour s'y rendre, c'est sans doute un vœu pieux, mais qui peut être aidé par un autre cadre que celui des parents, instauré cette fois-ci à l'école, où les écrans doivent être limités. Pour les rapporteurs, il faut supprimer tout type d'outils numériques en maternelle, interdire le téléphone dans l'enceinte du collège, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas toujours respecté partout, et d'expérimenter des lycées sans portable. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Alors appuyez sur le bouton stop avant qu'il ne soit trop tard. Le Premier ministre a donc ordonné l'évacuation de la Sorbonne. La faculté parisienne brièvement occupée par une vingtaine de tentes de militants pro-palestiniens comme Sciences Po la semaine dernière. Mouvement de blocage et de soutien à la Palestine encouragé par des élus de la France insoumise. Mouvement pris plusieurs fois en flagrant délit de flirt avec l'antisémitisme. Et c'est dans ce contexte inflammable que 2 figures de la France insoumise sont attendues au commissariat ce matin. Et pas n'importe lesquelles. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Rima Hassan, militante pro-Palestine, candidate insoumise aux européennes. Elles vont devoir répondre toutes les deux d'une même accusation, apologie du terrorisme, convocation que compte bien mettre à profit le parti tout entier, Alexis de la Fontaine. Rendez-vous est donné ce matin devant le siège de la police judiciaire à Paris. Les Insoumis appellent tous leurs militants à venir mettre la pression aux enquêteurs contre ces convocations, en espérant obtenir gain de cause grâce à leurs protestations, comme dans les universités. Et pour mobiliser ses partisans, Mathilde Panot utilise la situation humanitaire à Gaza. À chaque fois que des voix essayent de s'élever pour porter la question de la paix, soit le gouvernement répond par une répression alors que la jeunesse essaye justement de porter la voix de la liberté, ou alors elle répond par des apologies du terrorisme, elle répond par des annulations de conférences. Et la dérive autoritaire que nous dénonçons depuis des années sur la question vise à une seule chose, à faire taire les voix pour la paix. Alors le parti de Jean-Luc Mélenchon serait-il victime de censure? La France insoumise cherche plutôt à exploiter ces démêlés judiciaires pour entretenir sa stratégie de victimisation. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. On parlait du mouvement étudiant en faveur de la Palestine et de Gaza, mouvement encouragé par certains élus de la France insoumise qui puise sa source aux États-Unis où le ton est en train de changer. Et place nette là aussi contre les occupations sauvages, ultimatum expiré à l'université Columbia de New York, fer de lance de la contestation étudiante. Plusieurs personnes sanctionnées, mais les militants refusent toujours de plier bagages. Campement démantelé en revanche à Boston dans le Massachusetts et à Austin au Texas. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Le respect de la laïcité n'est pas négociable. Le ministre de la Justice demande au procureur davantage de sévérité en cas de violences commises au nom de la religion. Et on parle de toutes les violences du quotidien, verbales et physiques, consignes transmises au procureur sous forme de circulaire. Le garde des Sceaux, en conformité avec une demande expresse du Premier ministre, nul ne peut agresser autrui parce qu'il ne respecte pas tel ou tel principe religieux. Ça devient même une circonstance aggravante, William Molinier. Un homme qui violente sa femme parce qu'elle n'a pas mis son voile sera désormais poursuivi avec une circonstance aggravante, celle de violence commise en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une religion. Éric Dupond-Moretti exige que les procureurs activent systématiquement dans ce genre de cas l'article 132-76 du Code pénal. Cela permet d'augmenter la peine encourue. Jamais on n'était allé aussi loin dans l'interprétation de ce texte, souffle un magistrat. En clair, c'est aussi une façon de renforcer la protection des fidèles gênés par les franges rigoristes ou éloignés des principes de laïcité. Dans cette circulaire, le garde des Sceaux veut une réponse pénale ferme et rapide.
quand les infractions sont commises dans l'espace public ou aux abords d'un établissement scolaire. Les procureurs devront d'ailleurs réclamer une peine de prison ferme quand la circonstance aggravante de la religion sera retenue. Ces consignes ne s'appliquent qu'aux magistrats du parquet puisque seuls les juges du siège, c'est-à-dire ceux des tribunaux ou des cours, ont le pouvoir de condamner et de prononcer des sanctions. William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. À Châteauroux, le meurtrier présumé de Matisse mis en examen pour meurtre et écroué. On rappelle qu'il est âgé de 15 ans. Sa mère est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait giflé la victime alors qu'elle se trouvait au sol après avoir été frappée de plusieurs coups de couteau. Alors figurez-vous qu'un jeune sur 3 pense déjà à sa retraite. Tout est bon pour la préparer. C'est peut-être ce qui explique le succès grandissant du PER, le plan épargne retraite. Plus de 10 millions de Français en possèdent un, produit de retraite par capitalisation issu de la loi Pacte de 2009. Selon les derniers chiffres de Bercy, le PER vient de franchir la barre des 100 milliards d'euros d'encours. Pourquoi un tel succès, Margot Faudéré ? Eh bien d'abord parce qu'il offre des avantages purement techniques. Contrairement à ses prédécesseurs, le plan d'épargne retraite peut être liquidé de différentes manières, soit en percevant un revenu régulier tout au long de sa vie, soit en récupérant son épargne au moment du départ à la retraite. C'est ce qu'on appelle une sortie en capital. Surtout, le PER est très intéressant en termes de fiscalité, notamment pour les Français aux revenus les plus élevés, explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. C'est la déduction fiscale. Ceux qui sont imposables à l'impôt sur le revenu peuvent déduire les sommes investies dans leur PER et donc cela, évidemment, constitue un argument choc pour le développement de ce type de produit. Au-delà de ces avantages techniques, un autre facteur plus culturel cette fois-ci explique le succès fou du PER. C'est l'inquiétude des Français. Près de 75% d'entre eux pensent que leurs pensions ne leur permettront pas de vivre correctement à la retraite. Alors certains constituent leur propre épargne en mettant de l'argent de côté, que ce soit sur un PER, une assurance vie ou en investissant dans l'immobilier. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Succès fou aussi pour les amendes routières. Plus de 2 milliards d'euros de recettes l'an dernier. Nouveau record selon la Cour des comptes. Plus de 7% de hausse par rapport à 2022. Le football européen est allé tâter le pouls des supporters parisiens avant la demi-finale demain soir de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Ah, cette musique. Et puis, face au Borussia Dortmund, son stade de 82 000 places, il y a aussi ce mur jaune, tribune de supporters réputée pour son ambiance. Près de 4000 Parisiens vont faire le déplacement. Cyril de la Morinerie en a rencontré 2 reportages. Oui, Maxime et Victor vont partir ensemble demain à Dortmund. Pas question de voir ce match à la télé, c'est en tribune que Maxime veut vivre ce grand rendez-vous. On n'a pas hésité une seconde, dès que la billetterie est sortie, on a pris tout de suite nos places. Ça va être une journée historique qu'on voulait pas rater. Ces 2 fans du PSG vont partir de Paris en voiture, durée du voyage un peu plus de 6 heures. Pour l'occasion, Victor va décorer le véhicule. On va mettre les maillots sur le tableau de bord, les écharpes sur les fenêtres. On est prêt pour supporter le PSG. Et une fois arrivé au stade, le menu c'est saucisses frites, puis victoire du PSG. Vu les dernières performances de Dortmund, oui, on espère la victoire. Après, voilà, ça reste un match de Ligue des Champions. Mais face au mur jaune et ses irréductibles supporters allemands, il sera difficile de se faire entendre. Victor va tout donner. L'idée, c'est de finir avec plus de cordes vocales et de chanter. Et Maxime s'échauffe dès maintenant la voix pour tenter de remporter également le match des tribunes. Après tant d'années de galères et de combats, ou pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Voilà, ça va être magnifique. Dortmund PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est demain soir à 21h. Vous avez déjà une première demi-finale ce soir. C'est pas mal non plus comme programme. Et alors c'est quoi cette première demi-finale? Bayern Real. Anissa l'avait déjà beaucoup noté. d'absents au Bayern, attention. Notamment le français Upamecano, très incertain pour l'Euro à ce stade des opérations. Merci beaucoup Christophe Lamar pour cet excellent journal. Comme d'habitude.